pense que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est d'être en même temps complètement singulier, avec une forte identité, et en même temps d'être complètement global. La Villa Médicis, c'est quelque chose que j'en rêvais quand j'étais très jeune artiste. Je me suis présenté à 25 ans, j'ai pas été pris, et je me suis dit, de toute façon, c'est des vieux ringards, c'est normal, ils m'ont pas pris, voilà. Et puis, 10 ans après, la limite d'âge arrivait pour se présenter à la Villa Médicis. Et Christian Boltanski m'a dit, mais tu devrais y aller, c'est un endroit formidable, tu vas pouvoir faire un bilan sur ton travail, il y a très peu d'endroits qui offrent ça à un artiste, tu devrais essayer. Donc j'ai essayé de me présenter. Et là, 10 ans après, j'ai été pris. Donc, et je suis arrivé, je pense, à ce moment formidable, puisque c'était un moment de bilan, oui, sur mon travail. Ça faisait déjà 10 ans que je travaillais, que j'avais besoin de faire un point sur ce que j'avais fait de bien, comme voilà, toutes les œuvres. Et puis j'ai commencé à vraiment regarder mon travail et faire une sorte d'introspection autour de ce travail. Alors là, c'est là où on se rend compte qu'en 10 ans, on a peut-être fait 5 œuvres intéressantes et qu'il faut se dire pourquoi celle-ci et puis essayer de reconstruire à partir de ça. Donc c'était un moment assez important. Ça correspondait aussi à un moment de pause dans ma vie qui était nécessaire parce que justement, c'est une période entre les années 80 et les années 90, c'est quand même justement l'arrivée du sida et de cette maladie qui a complètement bouleversé le rapport au monde et le rapport à l'autre et le rapport au corps et le rapport à l'amour, à la passion. Donc tout ça était en même temps là et en parallèle, en même temps en parler sans trop en parler, parce qu'il y avait quand même aussi un non-dit quand même à cette époque-là, on l'a oublié, mais il y avait un tabou, il y avait une honte qui était malheureusement imposée par la société. C'était quand même un moment très dur. Non seulement physiquement pour les personnes atteintes, mais aussi pour le regard de la société. Et donc ça a été vraiment naviguer à vue dans cette période-là, et en même temps en parler parce que c'était important pour moi, mais en parler de façon poétique et de toujours être entre cette poésie et cette tension pendant plus d'une dizaine d'années. Et quand je suis arrivé à la Villa Médicis, j'ai un peu posé mes valises. Voilà, j'ai un peu posé mes valises par rapport à mon travail, mais aussi par rapport à cette tension, étant dans cette cage dorée qu'est la Villa Médicis, cette bulle dans le monde, qui m'a permis de rebondir et du coup d'affirmer peut-être plus ça. Et donc c'est là où j'ai eu la chance de faire ma première exposition au Guggenheim à Venise, suite à cette résidence à la Villa Médicis, et puis d'affirmer peut-être mon engagement d'une façon peut-être plus claire en créant donc ce fameux collier cicatrice qui est une œuvre vraiment minuscule, peut-être la plus petite que j'ai faite, mais peut-être la plus importante dans le sens où je l'ai partagée. C'était une œuvre que j'ai faite, qui a été présentée pendant l'Europride de 97, l'année où Félix González Torres est mort, et qui était un artiste très important pour ma génération, quelqu'un qui a fait basculer justement ce regard sur le minimal vers quelque chose de plus politique, avec une grande ouverture sur cette question de la beauté qui était pour moi toujours importante. Et donc Félix est un artiste qui n'a pas eu peur de faire des choses belles, même si elles ont été vues à l'époque peut-être plus sous l'axe de la radicalité, mais il y avait quand même cette beauté quand même inhérente qui était quand même assez bouleversante.
Et donc cet artiste que j'ai eu la chance de rencontrer, puisque j'ai exposé avec lui, je l'ai rencontré à travers ma galerie à l'époque, et puis je l'ai revu quand je suis allé vivre à New York, m'a beaucoup aidé à comprendre le monde, voilà, et à comprendre l'art. Et donc, quand on a voulu lui rendre hommage avec un collectif qui était porté par des curateurs et des artistes, on a décidé de faire un hommage, de faire une exposition qui allait bouger pendant la Gay Pride et qui serait dans un camion et où les artistes, enfin le public était destiné à monter dans le camion quand la parade s'arrêtait, les gens montaient, venaient voir l'exposition et l'exposition était construite selon une chose importante qu'avait mis en place Félix González Torres, qui était de faire que l'exposition était destinée à disparaître puisqu'elle était consommée par le public au sens consommable, presque comme on le dit des imprimantes, c'est-à-dire que les gens prenaient des œuvres et puis détruisaient la sculpture parce qu'elle était faite en papier, elle était faite en bonbons. Et nous, on a fait donc avec tous les artistes qui étaient dans cette exposition des œuvres destinées à être offertes au public. Et donc moi, j'ai offert ce collier cicatrice en demandant simplement aux personnes à qui je le remettais de me permettre de faire un portrait de cette personne le portant. Et donc il y a environ 1000 colliers qui ont été faits par mois, et ces 1000 colliers, je les donnais et je faisais le portrait de cette personne. Et donc c'était peut-être le moment le plus où je me suis rendu le plus visible sur cette question-là, et du coup ce petit collier donne un sens important à tous les grands colliers que j'ai pu faire après. Donc c'est une chose à laquelle je crois. C'est le pouvoir de la poésie, c'est-à-dire de l'engagement. Moi, j'ai commencé par la photographie. Mon atelier, c'était une chambre noire. J'étais enfermé là-dedans à faire des sortes de bricolage, plutôt sur la matière photographique. Et j'aime toujours d'ailleurs beaucoup la proto-photographie, vraiment ce début où on fait apparaître une fougère dans un papier salé, enfin toutes ces choses-là qui moi me bouleversent un peu, cette espèce de magie de l'apparition, de la chose qui fragile comme ça, qui se dévoile. Et comme j'étais un peu dans une incapacité de m'exprimer, j'étais très introverti, je dirais que les matériaux que j'utilisais retraçait ce sentiment-là. C'est-à-dire que c'était des choses qui avaient du mal à se nommer, à se dire, du mal à... Voilà, donc c'était plutôt des expérimentations, des choses fragiles, des papillons épinglés au mur, des morceaux de soufre qu'on voit sur le long des murs pour empêcher les chiens de pisser, enfin, ces choses-là, qui me questionnaient. Et le soufre, c'était plutôt parce que mon univers, et encore aujourd'hui, est quand même un univers poétique. Cette idée de la poésie est quand même importante pour moi. Et faire des œuvres dont les titres étaient des titres poétiques en utilisant le mot soufre, souffrir, sulfureux, souffreteux, enfin toute cette déclinaison du sonore de soufre, même si ça s'écrit pas pareil, mais il y avait cette notion de jouer sur des titres poétiques pour ramener à la création d'œuvres. Ça m'a porté longtemps et tout ça était dans une espèce d'univers un peu autiste comme ça. Et je suis sorti de là grâce à des rencontres qui ont fait que j'ai pu commencer à exposer, commencer à montrer mon travail peut-être très tôt, enfin en sortant des Beaux-Arts. Et ça, c'était une vraie chance d'avoir la chance de rentrer tout de suite dans une galerie alors que j'étais encore aux Beaux-Arts. Pour ce qui était très rare à l'époque, parce que à l'époque, on était considéré jeune artiste jusqu'à 40 ans, et si à 50 ans on avait une première expo personnelle, on était content. Maintenant, les artistes, si à 25 ans ils n'ont pas fait la Biennale de Venise, ils sont déprimés, quoi. Donc il y avait quand même une notion du temps qui était toujours différente et qui l'est toujours pour moi d'ailleurs. Je pense que cette notion du temps, c'est une chance que j'ai eue de l'appréhender dans une autre dimension qu'elle ne se produit aujourd'hui. Et donc oui, ce travail sur le soufre, sur les matériaux, c'était des enchaînements de rencontres liées soit à
soit à des voyages, soit à des lectures, et donc un matériau en a amené un autre, avec cette idée de travailler plutôt sur l'idée de la métamorphose, c'est-à-dire que d'une matière qui passait du solide au liquide pour redevenir solide. Donc le soufre, c'est ça, c'est une pierre qu'on fond, qui redevient solide après. La cire, c'est pareil, c'est un matériau qui a une certaine consistance, et puis on va pouvoir le fondre et on va pouvoir intervenir dans ce moment de fragilité. Moi, ça m'intéressait d'intervenir au moment où on était dans une fragilité du matériau, parce que peut-être ça correspondait à ce que j'étais à l'époque, c'est-à-dire moi-même fragile et moi-même en train de me construire et moi-même en métamorphose. Donc il y avait cette espèce de miroir du matériau qui m'a donné une vision joyeuse, malgré tout, malgré mes flips de l'époque, une vision liée à la découverte, à aller voir ailleurs, donc à voyager, aller chercher le soufre natif sur les îles éoliennes, ou le soufre à la Solfatara, à Pozzuoli, pour le voir sortir du volcan et travailler sur le volcan. Donc ces matériaux étaient aussi des prétextes ou des clés pour voyager. Et donc parce que j'avais peut-être ça enfant depuis mon enfance, ce désir d'aller voir ailleurs. Et du coup, j'ai été un peu un artiste nomade pendant de nombreuses années, porté un peu par des histoires que je me racontais et rencontrais des gens qui voulaient bien jouer avec moi autour de ces histoires. Donc je suis allé sur les îles éoliennes, j'ai rencontré une vulcanologue qui s'appelait Mademoiselle Cavalier, qui m'a fait découvrir l'obsidienne, enfin la pierre ponce qu'on pouvait transformer en obsidienne. Donc j'ai travaillé sur ce procédé aussi alchimique de transformer la pierre ponce blanche en obsidienne noire. Grâce à ça, je suis allé au Sirva. Au Sirva, j'ai rencontré des verriers. Je me suis dit, ces gars, ils travaillent justement sur un matériau qui est le matériau même de la métamorphose, qui est le verre. Donc j'avais envie de travailler ce matériau-là. Je n'étais pas souffleur, donc il fallait que je travaille avec des souffleurs. Donc tout ça a commencé aussi à structurer ma façon de travailler. Déjà, ça m'a sorti de mon atelier obscur et noir, de ma chambre noire de photographe, pour aller vers une sorte de lumière quand même, qui était le travail lié soit au voyage, soit au travail en groupe. Et donc cette idée de travailler avec d'autres est née vraiment du matériau. C'est-à-dire que grâce au verre, je me suis dit que je n'étais pas capable de souffler, que je n'en serais jamais capable, parce que ça voulait dire ne plus être artiste, ça voulait dire vraiment rentrer dans ce travail très laborieux qui est d'apprendre une technique, d'apprendre un savoir-faire, et donc j'ai préféré m'appuyer sur des virtuoses et créer un dialogue avec eux autour de leur savoir-faire. Je pense que l'important, c'est d'être, ce que j'essaye, moi, en tous les cas, à travers mon travail, je pense que mon travail est complètement français. C'est-à-dire c'est un travail qui fait appel, je dirais, à une sorte de transmission, de poésie, d'écriture. Donc, en ce sens-là, il est très français. Et en même temps, comme j'ai eu la chance, suite à l'exposition au Centre Pompidou il y a 10 ans, de voyager beaucoup avec mes œuvres, je me suis rendu compte que mes œuvres, malgré ça, malgré qu'elles soient très françaises, parlaient au plus grand nombre. Et parlaient aux différentes cultures, qu'elles soient asiatiques, anglo-saxonnes, ou d'Amérique du Sud. Enfin, il y avait une sorte d'ouverture dans mon travail. Donc je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est d'être en même temps complètement singulier, avec une forte identité, et en même temps d'être complètement global. Et je pense que dans mon travail, c'est une chance que j'ai découverte, qui était là, et j'ai pu l'expérimenter. Il y a ce double, et notamment dans l'utilisation de la brique, qu'on voit aujourd'hui, ou de la perle d'ailleurs, qui sont des éléments qui parlent à toutes les cultures. On trouve des perles, des colliers de perles ou des chapelets, on les trouve dans toutes les cultures, que ça soit bouddhiste, musulmane, catholique, enfin dans toutes les religions, ce rapport au rosaire où on va égrener des histoires ou des souvenirs ou des prières existe dans toutes les cultures. Et la brique que j'ai découvert en Inde, puisque j'étais invité en résidence pour travailler avec les verriers indiens, donc à côté d'Agra, à Firozabad.
J'ai le long des routes, comme ça, entre Delhi et Firozabad, vu toutes ces piles de briques, comme ça, qui attendaient. Et j'ai demandé à la personne qui s'occupait de moi, je lui ai dit, mais pourquoi ces piles de briques? Et donc, ils m'ont dit, c'est simple, les Indiens achètent d'abord un terrain, puis après, ils achètent brique par brique, jusqu'au jour où ils ont assez de briques pour construire leur maison. Et donc, toutes ces piles de briques étaient des attentes de maisons, c'était des maisons en devenir. Et moi, j'ai vu ça comme des sortes de piles d'espoir, de rêves qu'on a tous en soi, de construire un jour sa propre maison. C'est un rêve universel, c'est pas un rêve seulement indien. Et donc, quand je suis arrivé dans ce village en Inde, j'ai dit à mes verriers que je rencontrais pour la première fois, je leur ai dit, voilà, j'aimerais créer une brique qui soit un peu comme une brique de rêve et la faire en verre, même si c'est l'opposé de ce qu'est une brique. C'est-à-dire qu'une brique, c'est ce qu'il y a de plus solide, c'est là-dessus qu'on construit le monde. C'est vraiment une chose qui existe dans toutes les cultures, partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Chine, partout, la brique est très importante, ou même jusque dans l'architecture américaine des buildings. Mais c'est pas dans ce sens-là que je l'ai approché au départ, c'était vraiment cette idée de pile de module d'espoir. Et donc, ce module-là, qui est un module important aujourd'hui dans mon travail, me permet, malgré sa fragilité, à construire des œuvres assez grandes et qui nécessitent une grande ingénierie, puisque ce sont que des illusions d'empilement, des illusions. C'est des choses qui, si elles n'étaient pas construites avec des ingénieurs, avec des architectes, justement pour les faire tenir ensemble, elles ne pourraient pas être empilées comme ça, puisque sous leur propre poids, elles s'effondraient. Donc il y a cette idée de montrer un univers onirique à travers cette brique. Et là, ici, dans l'exposition, c'est quelque chose de beaucoup plus radical encore, puisque je reviens à ces formes minimales de l'art pour faire des bas-reliefs qui sont entre la peinture, des souvenirs de peinture minimale et ces briques miroirs qui sont en même temps des briques qui nous reflètent. C'est-à-dire que le corps qui est toujours présent dans mon travail, ici, il est encore plus, on voit notre fantôme, je dirais, à travers tous ces reflets. Donc c'est un matériau, le verre, très complexe et que j'aime porter à son paroxysme. Et dans ces œuvres en verre faites en Inde, il y a cette poésie et cette fragilité qui me plaît. Oui.